Et donc je vous présente Idir Sergin, qui est co-président de l'ACID. Donc pour discuter de cette programmation qu'on a intitulée Les Nouveaux Excentrés et qu'on présente en partenariat avec collaboration avec l'ACID, avec qui on collabore assez souvent. On fait des week-ends à ACID. Et puis là, quand on a travaillé cette programmation, quand on s'est posé la question d'un cinéma excentré, ou en tout cas de films excentrés, il ressortait, bon, il y en a beaucoup qui manquent dans la programmation forcément, mais il ressortait forcément que l'ACID était très représenté, et ça nous semblait très important aussi du coup d'avoir le point de vue de l'ACID sur cette vague, si on peut parler, d'une vague. Donc je vous rappelle que bien sûr je vous invite à intervenir, à poser des questions. Profitez-en, en plus qu'on est dans la petite salle, donc c'est quand même toujours beaucoup plus convivial que dans la grande où on se sent toujours un petit peu loin ou exclu, j'en sais rien quoi, mais voilà, là il y a cette proximité. Donc n'hésitez pas quand vous le souhaitez. Et peut-être pour commencer, dire est-ce qu'on peut, bon on le fait à chaque fois quand on fait les week-ends ACID, mais peut-être rappeler ce qu'est l'ACID et peut-être aussi le fonctionnement par rapport à cette idée d'excentrisme. Voilà, si ça te paraît juste. Non, mais je comptais le faire en fait, parce que pour que ça soit plus clair. Donc l'ACID, je vais remobiliser tous mes souvenirs exacts de l'histoire de l'ACID. Donc ça a été fondé en 1995-96 par une poignée de cinéastes, dont parmi les plus connus, il y a Pascal Ferrand par exemple, qui se sont posé la question à cette époque-là. Donc à l'époque, les films circulaient en pellicule, et se sont posé la question de savoir comment faire pour que leurs films soient vus dans les moyennes petites villes un peu partout en France. Donc c'est devenu un peu une espèce de mission en voiture avec leur copie 35. Ils ont commencé à sillonner un peu partout tout le réseau de salles qui existait en France. Et cette petite idée très forte et très grande en réalité a pris de l'ampleur d'année en année. Et ils ont commencé par la suite à investir Cannes, puisque Cannes c'est quand même un peu l'endroit, disons l'endroit parfait, idoine pour la résonance médiatique. Donc à Cannes sont montrés 9 films qui sont choisis par une poignée de cinéastes. On est en moyenne entre 14 et 16 cinéastes tous les ans à choisir des films. On en reçoit, par exemple, cette année on en a reçu 400, 450. Et on choisit donc 9 films, minimum 6 films français, maximum 3 films étrangers. On valorise beaucoup les premiers films. On valorise beaucoup les films sans distributeur et les premières mondiales, mais ça c'est plutôt un classique. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher ces films-là ? C'est parce que je pense que parce qu'on est un peu timbré et qu'on se dit en même temps, c'est là qu'il y a de la création, c'est là qu'il y a de l'audace, c'est là qu'il y a de la liberté, pour reprendre un peu le texte en plus que tu avais écrit. Je sais pas si c'est oui, c'est toi qui l'as écrit, oui. Qui est très juste de ce point de vue-là. C'est vrai que dans ces films à petit budget, on va dire. Et en fait, c'est là qu'il y a souvent de très grandes idées. Enfin, les contraintes de création, de production sont quasi inexistantes pour un certain nombre de films. Et donc, du coup, l'auteur enfin, les cinéastes font un peu ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et nous, on y est vachement sensibles. Et c'est souvent l'endroit où se révèlent, je sais pas, souvent des cinéastes qui deviennent ensuite des cinéastes très connus. Je prends l'exemple de Justine Triet, par exemple, qui était en compétition l'année dernière pour son film Sibylle. À l'officiel, et son premier long métrage, elle est passée par la Cine, c'est La bataille de Solferino qu'on avait choisi à Cannes par exemple. Donc voilà, c'est un petit film avec un petit budget, voilà. Et quand même, juste pour être complètement complet sur l'ACID, donc il y a ce moment cannois qui est on va dire la vitrine, quoi, la vitrine de l'assaut. Mais par ailleurs, toute l'année, on se réunit une fois par mois, on voit entre 3 et 4 films un samedi par mois. Et c'est là, par contre, des films qui ont déjà un distributeur, mais qui demandent le soutien de l'ACID. Parce que être soutenu par l'ACID, c'est pouvoir bénéficier d'un réseau de 400 salles adhérentes et avoir la certitude que les films choisis vont être accompagnés aussi par les cinéastes qui les ont choisis. Moi, par exemple, tous les ans, j'écris 2 ou 3 textes sur des films qu'on choisit. Je me déplace à la place du cinéaste ou de la cinéaste pour aller animer un débat, voilà, rencontrer du public, des publics, comme aujourd'hui par exemple.
Et donc voilà, enfin, en gros, voilà, c'est une grande mission, mais c'est aussi l'idée que les cinéastes se sentent responsables et du travail de leur père, euh, responsables dans cette idée de montrer de la création et de la nouveauté, et puis aussi qu'il y a quelque chose de citoyen enfin, que se tisse un lien à partir des films entre le public et les cinéastes. Qu'il n'y ait pas cette espèce de distance permanente qui peut exister entre celui qui crée et entre guillemets celui qui consomme, quoi, lit, regarde, écoute, enfin voilà. Et ça, on est aussi vachement attentif à ça parce que voilà. Peut-être rappeler que parce que quand tu parles de Cannes, que c'est pas dans le cadre du festival officiel, que c'est le off du off. Alors oui, Que... jusqu'à l'année dernière, officiellement, Thierry Frémaux nous a reconnus comme la 3e section officielle du festival. Mais après, donc Thierry Frémaux, je sais pas, le directeur artistique, c'est ça, de Cannes, je sais pas. Je sais pas comment Ouais, le directeur. Ouais, c'est ça, le directeur de Cannes. Mais en même temps, il nous a dit qu'il fallait pas qu'on change et qu'on reste tel qu'on est, quoi. C'est-à-dire qu'on cherche pas à grossir en réalité, qu'on n'aille pas chercher des films justement dits du milieu ou des gros films avec des castings, voilà. En gros, pas concurrencer l'officiel en fait. À la fois, il n'y a pas de raison non plus parce que Non, on n'a pas envie, c'est pas votre ambition. On n'a absolument pas envie. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Et voilà, enfin, j'espère que j'ai été complet. Je crois. Ouais, je crois. Il me semble qu'il y avait aussi Robert Guédiguian qui était parce que je le dis parce que comme c'est le président de la Cinémathèque et qui est aussi un des fondateurs de Robert Guédiguian, Lucas Belvaux, de l'Acide dans les années 90. Ouais, de l'Acide, ouais, c'est oui, cette poésie avec Pascal Ferrand, tu veux dire, dans Les Créateurs, oui, c'est sûr. Après, il y a eu Gilles Porte après, etc. Et du coup, ça veut dire aussi que l'Acide, quand on est soutenu par l'Acide, ça va être sur 2 films et un peu comme un tremplin pour ensuite aller faire sa vie ailleurs. Ou est-ce qu'il y a aussi je sais pas, une fidélité, qui fait qu'on reste à l'acide? Ou est-ce que c'est lié aussi à une question de budget, de ce côté excentré, ou est-ce que voilà, quand on a fait 2 films, du coup on n'est plus forcément soutenu? Enfin, je sais pas comment ça fonctionne ça entre vous. Non, pour le coup, pas du tout. Je pense que les gens qui ont été soutenus par l'Acide, je parle vraiment pour Cannes, une fois ou 2 se disent que ça suffit, qu'il faut laisser la place aux autres. Ouais. Et puis de toute façon, ils ont l'ambition, la vocation de partir ailleurs, je sais pas, la quinzaine, la semaine de la critique, l'officiel, ou peut-être même, je sais pas moi, Berlin, enfin des Locarno, enfin d'autres festivals, quoi. Il y a de la place pour tous les films de toute façon. Donc c'est sûr que je pense que les cinéastes eux-mêmes se disent que ça suffit et c'est vrai que nous aussi, ça peut faire partie des éléments de réflexion. Quand on choisit les films, on se dit, ouais, mais voilà, à qualité égale, entre un premier film et un cinéaste ou une cinéaste plus confirmée, peut-être que ça peut jouer, disons, de manière plus positive pour celui qui débute, entre guillemets, que pour... Après, je peux prendre un exemple récent d'il y a 2 ans. On avait pris le film L'Assemblée de Mariano Otero. Et donc c'est une année où c'était juste après l'événement Nuit debout à Paris, donc, et on avait reçu, mais genre, je pense que tous les cinéastes documentaires se sont dit, je vais faire un film sur Nuit debout. Et on les voyait de toute façon, donc on s'était dit dans 2 ans, à mon avis, on va recevoir 250 000 films sur Nuit debout. Ça n'a pas loupé. Et sauf que il s'avère que le film le plus brillant, le film le plus original, que était quasiment autoproduit, je pense. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le film, ça se voyait. Et cet autoproduit, l'Assemblée, voilà, ça parlait tout seul. Enfin, c'était une évidence, quoi. Et donc, du coup, on a quand même allé chercher. On a choisi un film sur le sujet d'une cinéaste qui était déjà à son 9e film, 10e film. Ouais. Et dont on avait déjà choisi 1 ou 2 films à l'Acide, je pense. Ouais. Mais à un moment donné, voilà, il faut être objectif. Enfin, pas objectif, mais on défend aussi les films qu'on préfère, qu'on a envie de montrer et qu'on considère les plus audacieux. Après, c'est sûr que peut-être c'est vrai que la dimension autoproduit, ça nous parlait aussi un peu. On s'est dit, bon, il n'y a pas d'argent, donc ça va le faire. Est-ce que, puisque
que dans le sujet, nous, on était donc les nouveaux excentrés, donc une forme d'excentrisme. Qu'on qualifie d'abord par une manière de mener un récit qui sort on va dire des canons, des sentiers habituels, mais aussi cette question de la production, où pareil, on sort un petit peu des productions classiques. Est-ce que c'est une définition qui te paraît juste? Est-ce qu'on peut parler d'un cinéma excentré ou de film? Parce que je pense que c'est peut-être plus juste de parler de films excentrés, parce que c'est toujours des... Et je pense qu'on l'a vu là dans la programmation, même si elle ne rend pas compte de tout ce qui peut se faire, mais qu'à chaque fois, c'est quand même... à chaque fois, ce sont des films singuliers. Il y a pas, on ne peut pas dire qu'il y ait un film qui ressemble à un autre. Donc c'est pour ça que je préfère parler de films que de cinéma. Euh, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une vague depuis ces 10 dernières années, ou est-ce que justement ce sentiment-là, il est lié aussi peut-être au travail de l'Acide, et notamment la présence à Cannes, puisque quand même dans le festival, dans les comptes rendus, ce sont souvent des films qui sont acides, qui ressortent du lot. Alors, je sais pas, voilà. Est-ce que, du coup, il y a aujourd'hui une visibilité qu'il n'y avait pas hier et que ça existait quand même? Alors, je, je vais essayer d'être clair et organisé. Disons que la définition enfin, le terme d'excentricité, enfin, en tout cas, de fait de ne pas être au centre pour ces films-là, est vrai. Je pense que ça valide surtout un processus de production. C'est-à-dire que c'est souvent des films qui sont sous-produits ou autoproduits, soit parce que c'est des films qui sont faits avec un budget de court-métrage, par exemple, soit c'est d'autoproduction, soit c'est le producteur qui met pas grand-chose. C'est des films qui n'ont pas de distributeur, et c'est des films qui, comme tous les films, on peut dire ça de tous les films, mais disons que là, vraiment, on sent des cinéastes qui sont portés par un désir viscéral, quoi, de faire leur film, et qui se foutent de savoir si eux-mêmes vont être payés. Enfin voilà, l'enjeu n'est pas là, l'enjeu est purement artistique, et c'est d'aller au bout d'une idée. Donc je pense que de ce point de vue-là, oui, il y a une forme d'excentricité, en tout cas dans la manière dans le processus de fabrication du film. Après, nous on dit toujours, c'est drôle d'employer ce terme-là, c'est pas de moi, mais c'est notre délégué général qui est là depuis bien plus longtemps que moi, qui dit toujours que l'idée d'amener des films comme ça à Cannes, c'est les remettre au centre du marché. Donc c'est pour ça que c'est marrant, ouais, en y pensant, parce que justement ces films-là qui sont rejetés de manière mécanique par la réalité et la brutalité libérale qui s'applique même au cinéma, quoi, et peut-être encore plus qu'ailleurs parfois. Et ben oui, ces films-là, on les ramène à Cannes, on les met au cœur du marché devant tout le monde, parce que Cannes c'est le marché, le marché mondial, et parce qu'il y a la présence des exploitants, de la presse, et qu'il y a cette espèce de folie qui est propre à Cannes aussi, quoi. Et ben ces films-là, d'un seul coup, tout le monde en parle, tout le monde hallucine, parce qu'en plus de ça, c'est vrai qu'à Cannes, c'est un certain type de film, parfois de récits, de mise en scène, etc. Et que là, du coup, les gens, ils hallucinent de voir des films où il n'y a pas forcément de casting, où des fois les scénarios ne sont pas des scénarios parfaits, ou en tout cas des scénarios qui sortent complètement des sentiers battus, parce que le ou la cinéaste, il va de son propre... Enfin... il va inspirer de son propre désir uniquement, et pas justement des recettes un peu que parfois les producteurs, quand il y a de l'argent, ou même le CNC, ou même les régions, ou même les chaînes de télé, des fois vers lesquelles on nous pousse à aller quand on écrit un film, en nous disant ouais mais là on comprend pas. Par exemple, un truc tout con, dans le scénario on nous dit toujours mais je comprends pas, enfin dans les retours quand t'as pas l'argent tu dis toujours ah le premier quart là on comprend pas bien les enjeux, quoi. Voilà, en gros c'est souvent le grand truc, l'enjeu du premier quart d'heure là, et qui est souvent débile, parce que en fait on peut leur citer un nombre incalculable de films, même de gros films américains parfois, ou gros indés, où en fait le premier quart d'heure il est pas très efficace, quoi, en réalité, mais bon c'est pas grave. Ouais. Donc voilà, et donc c'est vrai que de ce point de vue là on choisit des films qui sont comme ça. Après moi, je nuancerais quand même les choses, c'est que moi ça fait 6 ans que je fais la programmation pour Cannes, et que je vois qu'il y a quand même une tendance. C'est-à-dire que dans le documentaire, et je parle vraiment pour la production française,
dans le documentaire, je pense que la France est vraiment même à la pointe artistiquement de ce qui se fait en matière de documentaire. C'est-à-dire que vraiment, la richesse documentaire en France, elle est d'une qualité, d'une audace, d'une liberté qui est très, 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 très largement supérieure à ce qui se fait partout dans le monde. Mais vraiment parce que on en reçoit vraiment beaucoup de documentaires. Et donc même dans l'autoproduction, je prenais l'exemple de Mariano Otero qui fait l'Assemblée sur Nuit debout, et puis de tous les autres films qu'on a reçus sur ce sujet-là, par exemple. Mais en fiction, c'est moins vrai. Et en fiction, c'est de moins en moins vrai. Et ça, c'est plutôt un peu triste. C'est-à-dire que là où on recevait, il y a 6 ans, une vraie quantité de films un peu autoproduits, ou disons fragiles dans l'économie, mais avec des propositions artistiques vraiment fortes, et ben en fait, ces films-là, on en reçoit de moins en moins. Et en plus de ça, les films qu'on reçoit on va dire ces films qui sortent du centre, en tout cas de la mécanique de fabrication, ressemblent de plus en plus, enfin, en tout cas, on le désire de ressembler de plus en plus à des films à gros budget, en fait, ou des films du milieu. Et ça, c'est un peu flippant. Et Comment ça s'expliquerait? Enfin, si parce que on je peut pense que l'expliquer. je sais pas, je dirais que c'est vrai que c'est bizarre, mais je dirais que c'est de plus en plus dur de faire des films de fiction, je veux dire audacieux. Je pense que YouTube, les supports de diffusion, etc., sont des endroits où déjà ces films-là peuvent passer, donc on les reçoit plus nécessairement. Enfin, je pense qu'il y a cette plateforme-là existe déjà. Je pense aussi que il y a peut-être un déficit je sais pas, de formation artistique, culturelle, de la fiction, quoi. Où du coup on se retrouve avec des propositions qui ressemblent des fois à des séries un peu, c'est un peu sériel, quoi, dans l'écriture. Donc là, je vais pas citer de film, mais bon, j'ai fait pas mal l'année dernière, où vraiment je sentais que les gars avaient regardé Netflix, quoi. Mm. Et donc c'est la super recette, c'est hyper efficace, c'est pas trop mal joué, c'est pas trop mal filmé, mais j'ai juste l'impression de voir un sous-truc d'un truc vachement mieux fait sur Netflix, par exemple, ou sur HBO, par exemple. Et ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. Voilà, mais je peux pas. Après, en fiction, quand ça. euh, Et par exemple, voilà, vraiment pour parler d'une tendance, du coup, par exemple, cette année, on a pris, parmi tous les films qu'on a reçus, c'est des films qu'on est ravis d'avoir sélectionnés à Cannes, mais il y a quand même 2 films de fiction, je parle pour la fiction, de 2 cinéastes qui sont quand même très confirmés, Alain Raoust et Pierre Trévidy, qui est son compagnon, dont j'ai oublié, Mario Bernard. C'est ça, j'oublie toujours Oui, ça. Et, euh, et en plus des films qui sont pas trop mal produits, on va dire, par rapport à d'habitude, et qui sont en plus de ça, qui ont déjà des distributeurs. Mais on a fait avec ce qu'on a fait avec ce qu'on a reçu en fiction française, j'entends. Et du coup, ça veut dire que il y a une jeune génération. Du coup, il y a un déficit. Enfin, je sais pas, c'est peut-être c'est vilain comme mot, mais enfin, en tout cas, il y a une bascule dans une jeune génération. C'est-à-dire, alors, soit que, on va dire, elle a biberonné à la série et que du coup, on est plutôt dans une. C'est une théorie, hein, je sais Oui, pas. oui, je sais pas, mais J'ai pas de vérité là-dessus. c'est intéressant. C'est peut-être pas, YouTube, c'est enfin, je sais peut-être pas complètement juste, mais du coup qui est plus dans l'idée d'un récit, j'ai envie de dire presque romanesque, plus que de passer par le récit lui-même, ce qui est ce qu'on aime dans les films soutenus par l'Acide et ce qu'on appelait un cinéma excentré, où il y a une liberté, il y a une liberté par rapport au code. Il y aurait ce volet-là, et deux, il y aurait aussi du coup peut-être des cinéastes qui font des films et qui pourraient être très originaux et qui vont plutôt balancer sur YouTube sans forcément essayer la distribution, l'écran, enfin, c'est-à-dire des réseaux plus classiques. C'est-à-dire que même ils y pensent pas à proposer. Je sais pas. Je vais encore nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, pour revenir sur le documentaire dont je disais que c'était un espace de création en France hyper fort, des propositions hyper fortes, c'est qu'en fait, le documentaire français a vachement brisé la limite et la distinction entre la fiction et le documentaire, justement. Par exemple, le film là, qu'on va voir ce soir, avant la fin de l'été, moi, la première fois que j'ai vu le film, j'étais sûr que c'était une fiction. Et le film, il est quand même. Enfin, voilà, c'est quand même très fin, quoi. Ça tient sur rien, quoi. Et pourtant, c'est un documentaire pour la cinéaste. Donc, voilà. Donc,
c'est plus ça, disons qu'il y a de plus en plus de documentaires disons que je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui n'ont pas les moyens, ni le temps, ni l'énergie, et peut-être parce qu'ils trouvent aussi que c'est trop contraignant aussi, que c'est pas assez libre quoi, dans l'expression, qui s'attaquent à faire un film quoi, comme d'autres s'attaqueraient à faire un documentaire, et qui à l'intérieur du documentaire vont y mêler des moments de fiction avec des vrais comédiens, de la vraie mise en scène mais qui est visuelle et qu'on voit vraiment. Alors dans le documentaire il y a toujours de la mise en scène, mais disons que là c'est vraiment des éléments de mise en scène de fiction. Moi par exemple qui n'ai jamais réalisé de documentaire, il y a quelques films qu'on reçoit où c'est écrit documentaire où je me dis c'est pas possible. Enfin, il y a des chants contre chants, donc forcément, c'est qu'à un moment donné, il y a coupé, voilà, on a fabriqué quelque chose, quoi. Et c'est visible. Mais quand même, pour revenir sur ce que je disais sur le documentaire, enfin, sur la fiction, oui, soit je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui donc utilisent le documentaire comme un moyen de faire un peu de la fiction déguisée, soit en effet, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent que c'est trop compliqué de sortir un film et que de toute façon il n'y a pas la place et que donc de toute façon il y a d'autres supports type les plateformes YouTube, enfin je pense surtout à YouTube en l'occurrence, soit il y a moins de talent, j'en sais rien, je sais pas. Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est que il y a, euh, par exemple, avant la fin de l'été, la réalisatrice considère être un documentaire, mais qui est quand même en fait de la fiction. C'est quasiment de l'autoprod en fait au départ. Le film, après, il est connu, mais le film de Vincent McCain, pour le réconfort, il a mis son argent dedans, quoi. Donc voilà, il a travaillé avec des comédiens à lui, le temps d'un été, deux trois trucs. Enfin voilà, c'est quand même il y a à un moment donné, enfin, moi, je sais pas, mon premier film, enfin, pas mon premier film, mais j'ai fait un film de fiction il y a longtemps que j'ai autoproduit, quoi. Et donc voilà, après, c'est un pari, hein, j'ai perdu de l'argent et tout, mais c'est un pari, quoi. Et puis en plus, c'est un pari classique, quoi, de perdre du pognon. Ah oui, oui, c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Bah ouais, après. Oui, après, je pense que quand on fait un film, là, je sais pas si on sort du sujet, mais quand on fait un film, quel qu'il soit, il faut avoir une stratégie, quoi. Et s'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de film en réalité. Je veux dire, si on se dit je vais faire un film autoproduit, c'est une stratégie, quoi. Et, euh, il faut avoir une tactique pour faire un film. Voilà. Et moi, je sais que là, par exemple, là, je prépare un long, mais avant, ma tactique, ça a été de me dire, bon, d'abord, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais faire des films, des moyens métrages avec du pognon. Donc, ça veut dire que je sais que ça va être super long de les faire. Donc, ça veut dire que je sais que tout le moment où j'écris le film et où je cherche l'argent, je ne pense à rien. C'est-à-dire que je me dis jamais, je m'interdis d'avoir une image dans la tête du film, parce que je sais que l'argent, je vais l'avoir un an et demi plus tard, et que le film va être rincé, et que tout le désir que j'ai du moment de faire le film va être bouffé par le fait que je vais mettre un an et demi à le faire. Donc ce qui fait que vraiment. On arrive à laisser. Ouais, moi c'est carrément. Non, mais après, je vais pas raconter toutes mes recettes, ouais, mais après, c'est pas raconter toutes mes recettes, mais voilà. En plus, c'est filmé, donc voilà. Mais j'ai des techniques, ouais. On a tous des techniques, hein. Après, c'est du temps, voilà. Non, mais genre, au lieu de faire mon film à 30 000 balles, je le fais à 120 000, par exemple. 130 000. Sur le même film ou en général Ah bah non, mais après ça s'ajuste, quoi. Mais il y a quand même des grandes lignes, quoi.
par exemple, pendant le moment où on cherche l'argent, on pense pas aux images, quoi. Parce que généralement, d'un coup de bol, de toute façon, l'argent, on l'aura pas avant 1 an et demi, quoi. Et pour c'est long, quoi. Donc, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Enfin, je vais pas avoir l'avance sur recette, qui est le truc, l'un des trucs le plus dur à avoir, sachant qu'en plus derrière, il faut les régions. Et en plus, il faut que les comédiens. Enfin, voilà, voilà, mais ça, il faut l'accepter. Si on n'accepte pas ça, eh ben, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire de l'autoprod, je vais me débrouiller. Voilà, etc. Et sachant qu'en effet, sur le chemin, quand on cherche des financements, sur le chemin, enfin, résister et rester justement excentré dans la dimension artistique et créative, c'est le plus dur en réalité. Je veux dire, même quand il y a de l'argent. Parce qu'en général, par exemple, on en reçoit aussi pas mal des films qui sont justement des premiers films qui sont plutôt pas trop mal financés. Et en fait, les films, ils sont nuls. Mais ils sont nuls et on voit pourquoi ils sont nuls. On se dit, bah là, soit parce que le scénario, il s'est fait raboter de toutes les commissions et il n'en reste plus rien. C'est une coquille vide, quoi. Donc il a bien rempli le. Mais il faut le jeter, ce scénario, en fait, en général. Ça, c'est le scénario pour avoir l'argent. Une fois que tu as l'argent, tu reviens, tu fais pas ça. C'est un peu la règle. Est-ce qu'on peut. Pardon, vas-y. Vous avez dit à propos qu'il a aussi, une fois par mois, vous regardez 2 ou 3 films pour soutenir. Et comment ça marche? On doit envoyer les films en même temps qu'on fait la description à Acide, ou c'est une chose complètement différente? Non, là, en dehors de Cannes, le moment où on revoit 3 ou 4 films, c'est des longs métrages, hein, uniquement. Oui. C'est des films qui ont déjà un distributeur. À la différence de Cannes où on peut prendre des films avec ou sans distributeur, là il faut un film qui est déjà un distributeur. Le réalisateur, enfin le cinéaste, le producteur et le distributeur, ils savent que leur film va sortir dans 3 ou 4 mois et ils demandent un soutien, donc ils nous envoient le film et après c'est une discussion qu'on a. On est en moyenne 25-30 cinéastes à discuter du film, à se foutre sur la gueule, pour le dire gentiment, et on choisit ou pas le film, on le soutient ou pas. Voilà. Mais ces films-là ne sont pas autoproduits, non? Il peut y avoir des films autoproduits, mais il faut qu'il y ait un distributeur. Il faut que le film sorte. Vraiment, en dehors de Cannes, il faut que le film soit sûr de sortir. Parce que le pari, on le fait pour Cannes, mais on le fait aussi fort de ce qu'est Cannes. Cannes, c'est tellement dingue que la caisse de résonance, elle est tellement dingue que tu as tout le marché qui est là, les exploitants sont là. Par exemple, à Cannes, on montre le film, notre très grosse projection, celle qui est décisive pour la vie des films. C'est tous les soirs dans une très grande salle, je sais pas, il y a 400 places, et c'est quasiment 90%, ce sont que des exploitants qui viennent. Donc pour le film, c'est un peu qui tout double, quoi. Parce que si le film n'a pas de distributeur ou il risque d'en avoir un, les distributeurs, bah, ils attendent cette projection et puis ils vont voir les exploitants qu'ils connaissent et puis ils lui demandent ce qu'ils en pensent. Donc si les exploitants disent on n'a pas aimé le film, bah, le distributeur il est plutôt en train de se dire ouais, finalement je vais pas mettre d'argent dans le film, je vais pas le sortir. Enfin voilà. Donc Cannes c'est vraiment particulier parce que s'ils aiment c'est l'opposé, quoi. S'ils aiment, tout le monde aime. Enfin voilà, Cannes c'est l'hystérie, donc voilà. Mais le reste de l'année, non, il faut vraiment qu'on. Le film bénéficie des mêmes avantages sans l'événement médiatique de Cannes, mais il est sûr d'être accompagné comme un film cannois par les cinéastes qui vont écrire un texte. Le film va circuler partout. Enfin voilà. Et puis voilà, après le label, on va dire, de l'Acide est un peu plus, de plus en plus reconnu aussi. C'est ça aussi. Donc même pour le cinéaste ou la cinéaste, c'est toujours bien d'être passé par là. Je crois. J'espère. Est-ce que c'est pas pour ça aussi justement que vous en recevez moins, puisque de toute façon il y a quand même, à part l'effet Cannes, la nécessité d'avoir un distributeur. Non, pas pour Cannes justement. Oui, mais à part Cannes, oui. Vous dites qu'il faut un distributeur. Oui. Donc ça veut dire qu'un film autoproduit, déjà, il n'y a pas de distributeur. Ah oui, mais ça c'était vrai, même avant que l'acide soit ce qu'était l'acide. Enfin, genre, vous receviez moins de fiction. Donc, oui, mais quand même, il y a quand même beaucoup de films qui sont faits en France et des fictions on en reçoit de moins en moins. Mais là je parle des fictions, je parlais que de Cannes, hein, excusez-moi, je n'ai pas été clair. On reçoit de moins en moins de fictions audacieuses, françaises, hein, j'entends, audacieuses en termes d'écriture, de mise en scène et tout, qu'il y a quelques années, c'est clair et net, quoi. Mais je pense que c'est parce que les gens, ils sont aussi un peu formatés, quoi. Et même justement dans l'autoproduction. Franchement, les films ressemblent à des films, il y a moins d'argent, mais ça ressemble à des films qui ont le désir d'avoir du pognon et de ressembler à d'autres. Alors que dans le documentaire, franchement, ou alors sinon c'est des cinéastes qui sont confirmés, par exemple pour le réconfort de Vincent Macaigne, on voit bien qu'il y va avec toute son expérience et son travail de metteur en scène de théâtre.
c'est fait avec ses tripes. Alors voilà, on n'aime pas, mais c'est rentre dedans et il y va aussi comme ça, quoi. Je sais pas, le film de... Après, le film de Virgile Vernier, Mercurial, mais lui, c'est un peu une exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que le film est plutôt pas trop mal produit. Le film, il y a 1 million, même pas plus d'1 million sur le film de Mercurial. Mais il est... mais lui, il trace un sillon, quoi. Il avait fait Orléans avant. Enfin voilà, c'est l'histoire. C'est un cinéaste qui tient sa barque, qui a une reconnaissance... comment dire, de la critique. Enfin voilà, donc il a une reconnaissance de ses pairs. Mais donc c'est un peu une exception de confirmer la règle. Mais je sais pas, ouais. Par exemple, je pense à le premier film de Benoît Forgeard. Je sais pas si vous l'avez vu, Gaz de France, qu'on avait sélectionné aussi. Voilà, c'est des films ovnis. Pourtant, on avait un peu d'argent, mais c'est des films ovnis. Mais en tout cas, je suis pas sûr que ça soit un courant ou qu'il y ait un mouvement. Ça, c'est sûr. Enfin, Non, mais un mouvement, ça c'est sûr. Enfin, Non, pour mais- moi, non, ça me mais- paraît. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y a un contexte sensiblement profond, sillonné, sauf dans le documentaire, où je pense que vraiment dans le documentaire en France, ça mériterait d'être vraiment creusé, quoi, parce que les propositions documentaires en France, elles sont vraiment folles, quoi. Mais aussi parce qu'elles flirtent avec la fiction et parce qu'elles respectent pas les règles ni les canons narratifs, de structure, etc. Et je pense que ça joue aussi beaucoup, justement. Et dans la fiction, c'est peut-être de moins en moins vrai. Enfin, voilà. Ou en tout cas, plus dur d'arriver à tenir un film de fiction jusqu'au bout dans son originalité. Je crois. Hein. Parce que, par exemple, l'année dernière, on a reçu... il y a 2 ans, on avait sélectionné un film qui s'appelait Thunder Road, qui était un film autoproduit américain, qui a reçu le Grand Prix à Deauville. Donc le réalisateur en question avait fait son film avec $80,000, je crois. Et là, donc il en a parlé partout aux États-Unis. Et on a reçu, je sais pas, genre 60 films américains, quoi. Et je pense que tout le monde était au courant. Et ben là, on a halluciné parce qu'on a vu, en tout cas, on a senti le cinéma indépendant américain de fiction, et on a vu la qualité, quoi. Et vraiment, et c'est des films autoproduits pour 90%. Mais par contre, ce qui est triste, c'est que c'est des films qui n'ont quasiment aucune vie là-bas. À part le réseau de festivals. Aucune vie là-bas, donc ça veut dire aucune vie aujourd'hui, aucune vie ici. nulle part, voilà, ça, exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut, on peut revenir juste un peu en arrière là parce que c'était intéressant la question du coup distribution. Alors, en fait, c'est plus difficile de trouver un distributeur que de trouver une prod. Ouais, je pense. En fait, c'est plus difficile. Voilà, c'est finalement parce qu'on peut faire un film autoproduit avec ou avec peu de moyens et arriver à faire quelque chose qui tienne la route, mais ça veut pas dire pour autant que le film existera parce que derrière, il faut convaincre un distributeur et c'est peut-être plus compliqué de convaincre un distributeur que de convaincre des prods. Ouais, je pense parce que parce que pour un distributeur, le pari, il est quand même très risqué, quoi. À quelques rares exceptions près, un distributeur, ça arrive, hein, qui mettent de l'argent pendant le processus de fabrication, de production du film, ce qu'on appelle un AMG, un minimum garanti. Mais en général, c'est des petites sommes qui peuvent être décisives pour que le film se monte. Mais en général, les distributeurs, ils viennent après, quoi. Alors, on va dire qu'ils prennent pas beaucoup de risques, donc parce qu'ils jugent sur produit fini. Mais quand même, il faut mettre de l'argent, parce qu'il faut mettre de l'argent pour s'assurer que le film circule enfin, faire des DCP, c'est pas ce qui coûte de l'argent aujourd'hui, mais disons que pour s'assurer, il faut payer quelqu'un à demeure, un programmateur qui va appeler toutes les salles pour s'assurer que le film soit vu, soit pris. Il faut que le film aille dans les festivals parce que les festivals français et internationaux, ils payent pour pouvoir avoir la copie du film. Donc c'est une manière de faire remonter des sources. Enfin, c'est du temps, de l'argent et les distributeurs indépendants en France, à part les gros très connus, le Pacte, etc. Enfin, économiquement, financièrement, c'est très compliqué, quoi. Et en même temps, ils sont hyper importants parce que rien ne remplace l'écran d'une salle de cinéma pour un cinéaste. Et donc, être pris par un distributeur et avoir la certitude que le film va circuler en France en salle, c'est quand même déjà avoir un pied et demi, je parle pour ceux qui débutent, quoi, dans le cinéma, quoi. Et commencer déjà à pouvoir tracer un chemin, quoi. Et donc avoir un nom et commencer à créer une carrière.
parce que c'est quand même un peu... Enfin, c'est bien de faire un premier film, mais après, il faut, si on a envie de faire ça toute sa vie, bah, c'est hyper dur de durer, et il faut durer, quoi. Et la salle, c'est quand même l'endroit qui dit quelque chose, et particulièrement en France. Mais, et donc, du coup, le distributeur, c'est hyper important. Parce que là, le problème, c'est qu'en ce moment, la machine à aspirer, tout ça, et ça va être de pire en pire. Mais je pense que c'est... Enfin, je dis ça, non, c'est pas vrai. Moi, je pense le contraire. En disant je pense que ça va être de pire en pire, en fait, je fais que répéter ce que d'autres pensent. Je pense que le grand danger, c'est Netflix. Mais je pense que Netflix a bien conscience qu'il lui faut la salle de cinéma pour que les films existent en réalité. C'est-à-dire que Netflix est arrivé en disant bah, pas besoin de la salle de cinéma. En fait, elle se rend compte qu'elle a bien besoin de la salle de cinéma pour que les films qu'elle produit aient un certain cachet, un certain écran. Et en France, c'est particulièrement vrai. Donc, sinon, les auteurs, ils font leurs films, mais ils sont noyés dans la masse interstellaire de l'algorithme de Netflix, et donc on est mort. Et en même temps, c'est quand même un endroit je parle de la production. Hein. C'est quand même un endroit qui est un peu sexy, quoi. Parce que justement, on se dit il y a du pognon et en même temps, ils nous laissent faire un peu ce qu'on veut, quoi. Donc c'est le danger, quoi. Bah, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de cinéastes aussi qui y vont, parce que bien finalement, ils n'arrivent pas à monter leur film avec les studios. Par exemple, sur le cinéma américain, où les studios ils suivent plus et du coup ils trouvent une liberté à Netflix, ce qui est complètement paradoxal, quoi. C'est exactement le truc. Carrément, quoi. Après, il y a des films qui on se dit que c'est bien que ce soit Netflix qui ait mis de l'argent et pas d'autres, parce que les films sont vraiment pourris. Donc ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire, il en reste pour nous, du coup, il en reste pour nous, quoi. Parce que, je sais pas. Mais quand vous dites qu'ils ont besoin de la salle de cinéma, pourquoi ils n'ont pas mis... Enfin, on va dire le dernier Scorsese, c'est le Uncut James, là, qui est sorti que sur Netflix. Et finalement, ils sortiront jamais au cinéma, donc... Bah, pour pouvoir concourir aux Oscars aux États-Unis, il est obligé de sortir. Ouais. Déjà, il y a ça. Et par ailleurs, Cannes, non, parce que Cannes, on est tous vent debout contre ça. C'est-à-dire que, après, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de la chronologie des médias, mais disons que c'est... nous, on est contre ça. Non, on n'est pas du tout contre ça, le fait que ça sorte en salle. Ça doit sortir en salle. Nous, on pense que c'est des films qui doivent sortir en salle pour que c'est la vraie expérience cinématographique. On peut dire ce qu'on veut, ça reste en salle. Ça reste la salle de cinéma. Il faut que les films sortent en salle. Après, il faut que leur diffusion sur les plateformes, ordinateurs, télé, tout ce qu'on veut, ça soit plus tard, 3-4 mois après, et pas de manière simultanée. Parce que si c'est de manière simultanée, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui se passe en Angleterre ou c'est ce qui se passe en Allemagne, ils n'ont pas de cinéma. En fait, ils n'ont plus de cinéma. Donc la démonstration est faite que tous les films que nous on a reçus, américains, indés, qui sont super, qui sont vraiment des films super, n'existent pas. Ils n'existent pas en salle, ils existent nulle part. Donc ces cinéastes-là qui font des super longs métrages, 1 pour 1000 va peut-être faire carrière, tandis que les autres, ils vont pas faire carrière ou devenir des techniciens pour des séries pourries pour la télévision américaine, sans doute. Mais donc, ils n'existent pas. Le réseau de salles américain, il s'est totalement autodétruit. 90%, il n'y a pas de salles indépendantes. 99% des salles américaines, c'est ce qu'ils appellent des stadiums. Donc, c'est des multiplex, mais puissance 10 000, où on passe que du Marvel. Enfin, je vous apprends rien, quoi, voilà. Donc, du coup, c'est flippant, mais c'est ça. Et à tel point que même les cinéastes confirmés américains, qui ont quand même une carrière qui n'est pas des moindres, type Scorsese, voilà, se retrouvent à devoir faire leurs films sur Netflix, qui est un peu la déprime, quoi. Après, le truc, c'est que Netflix, comme ils flippent de leurs concurrents qui arrivent, c'est toujours il y a toujours plus gros, quoi. Donc ils ont peur de Disney et ils ont peur d'Amazon, et Apple. Donc ils se disent merde, comment faire en sorte que nos films sortent du lot et que nos cinéastes, que les films sur lesquels on met de l'argent, en fait, aient une forme d'élégance, une forme d'aura, quoi. La salle de cinéma. Il y a que par la salle de cinéma qu'on obtient, que Netflix peut obtenir cette aura-là. Donc du coup, à moyen terme, je fais une grosse parenthèse, mais quand même, ce qui est fort probable, c'est que Netflix, et c'est particulièrement vrai en France, il est probable que Netflix se mette à acheter des salles de cinéma. Devienne distributeur de ses propres films, achète ses salles et... Oui, à l'américaine, quoi. Voilà, pas qu'à l'américaine, oui, parce qu'en France, il y a MK2, par exemple, il y en a d'autres, Ouais, Gaumont aussi. Mais bon, après, ça reste Netflix, multinational, international, enfin voilà, c'est un peu le risque, quoi. Après, ça c'est peut-être lié aussi à la particularité française où les salles de cinéma sont quand même très présentes, encore. Par rapport au parc dans d'autres pays, effectivement, où les réseaux de salles ont complètement
sont complètement détruits. Hein. Mais en France, il y a le plus gros réseau de salles, de salles par spectateur. Et c'est ce qui fait l'exception culturelle française. Enfin, je pense que c'est ce qui fait qu'il y a autant de films qui sont produits en France de qualité. Parce qu'en fait, on dit qu'il y a beaucoup de films en France, qu'il y aurait trop de films qui seraient produits en France. C'est faux. Parce qu'en fait, il y a plus de films produits en Allemagne, mais ils sont pourris. Il y a plus de films pourris qui sont produits en Espagne, c'est la vérité. Et en Angleterre, c'est pareil. Sauf que leurs films, ils sont pourris, c'est tout. Non, mais après, c'est la réalité. Non, mais c'est la réalité, c'est parce qu'il suffit de les voir. On n'est pas obligé de parler que de Cannes, mais il suffit d'aller au Festival de Berlin, il suffit d'aller à Venise, il suffit d'aller à Toronto, dans les plus gros festivals internationaux. Les films, en mettant de côté les films américains, ou les quelques rares films anglais, les quelques rares films allemands et espagnols, etc., la majorité des films, la majorité du cinéma d'auteur qu'on trouve dans les festivals, il est essentiellement et beaucoup français, à la différence des autres films étrangers. Donc, après, c'est typiquement français de faire du bashing, quoi, mais sauf que c'est la vérité. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, qu'on soit content ou pas. Et après, et je pense que c'est ce qui fait la force aussi de l'exception culturelle française, de ce qui fait qu'on est hyper créatif, qui fait que le modèle est hyper envié, et qui fait que 80% des films, des cinéastes étrangers, type Almodovar, type le mec qui a réalisé Parasite, qui a reçu la Palme, etc. Ces mecs-là n'existent que parce qu'il y a une production française. Ouais. Ils n'existent que parce qu'il y a des exploitants français. Ils n'existent que parce qu'il y a des distributeurs français. Et c'est grâce, en fait, au modèle français que 80% des cinéastes étrangers du cinéma d'auteur existent. Ils existent parce que c'est coproduit par des gens en France qui savent lire un scénario, qui savent le monter, qui savent lancer une carrière, etc. Ça, on s'en rend pas compte. Mais 80% des films qui sont, par exemple, à Cannes, c'est des films coproduits par des Français. Et si la France n'avait pas son réseau de salles, son réseau de producteurs, son mécanisme de financement par le CNC, etc., avec la taxe sur chaque billet, tous ces cinéastes-là n'existeraient pas. Et ils le savent tous. Hein. Mais tous sans exception. Ça va de Amos Guitaï, Almodovar, etc. Tous le savent. Et eux sont hyper reconnaissants de la chronologie des médias. Eux, ils sont hyper reconnaissants parce qu'ils savent que dans leur propre pays, ils n'existeraient pas. Et tout ce que veut casser aujourd'hui notre cher ministre de la Culture et consorts, c'est pour ressembler et moderniser, soi-disant, notre modèle, en fait, c'est juste le briser et le casser, quoi. Parce que, par exemple, un exemple très concret, la Corée du Sud, donc je reprends l'exemple de Parasite, c'est Bong Joon-ho, ça, non ? C'est Bong Joon-ho. Ouais, Bong Joon-ho. Le cinéma coréen qui était totalement moribond dans les années 80, ils ont fait quoi ? Ils ont copié exactement le modèle français, l'exception culturelle française, la taxe par billet. Et là, d'un seul coup, dans les années 90, s'est mis à émerger un cinéma coréen. Voilà. Et ils ont rechangé à nouveau les règles parce que c'était une économie fragile. Donc ils l'ont rechangé là depuis 2009-2010. Et à nouveau, ils se font bouffer par Hollywood. Et à nouveau, ils n'arrivent plus à produire leurs films. Et à nouveau, voilà. Donc c'est un choix. Après, c'est un choix de société. Soit on veut bouffer que du Marvel, soit on veut. Non. Ce qu'ils veulent, c'est justement, je revenais sur cette histoire de pourquoi la salle. Pourquoi est-ce qu'en France, ça peut paraître irrationnel et illogique, mais pourquoi est-ce que nous on dit qu'il faut protéger le moment de l'exposition de la salle de cinéma avant que le film puisse circuler partout, quoi. Parce qu'on pense que la salle, c'est un endroit particulier. C'est un endroit qui donne une certaine aura au film. C'est de toute manière une manière de voir un film qui est unique. On peut avoir le plus beau vidéoprojecteur du monde chez soi, rien ne changera la salle. C'est à la fois une expérience individuelle et une expérience collective. C'est l'occasion maintenant en plus de pouvoir échanger avec les cinéastes quand ils viennent et de revoir les films. Moi, je prends toujours cet exemple, mais c'est véridique. J'ai vu au moins 2075 fois quand j'étais gamin, etc. 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, évidemment, j'ai pas tout compris, et même en l'ayant vu en salle, j'ai pas tout compris. Mais quand même, la première fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai fait ah ouais, d'accord. Je comprenais les plans, quoi. Il se passait quelque chose. Donc, sur ma télé, en fait, c'était juste étrange, spectaculaire, mais vite fait, quoi. Mais là, un seul coup, je comprenais que c'était des face à face, quoi. Que les vaisseaux, le petit vaisseau face au vaisseau énorme, en fait, c'est un face à face. Mais je l'ai jamais vu ça à la télé. Et c'est juste parce que dans la salle de cinéma, d'un seul coup, les dimensions sont ce qu'elles sont, que cette expérience immersive est vécue, que là, je me dis, ah ouais, d'accord. Ah ouais, là, je viens de comprendre quelque chose. J'ai pas tout compris en réalité. Ça a juste rajouté un problème aux multiples problèmes du film, mais j'étais content de le voir, celui-là. Et c'est vrai de 1 milliard de films. Enfin, je sais pas,
je vois pas pourquoi est-ce qu'un film... Enfin, pour moi, c'est irrationnel. On a tous tendance en plus à se dire que regarder un Marvel, un film d'action, etc., la salle, c'est fait pour ça. Mais je vois pas pourquoi c'est pas la même chose pour un cinéma d'auteur, même avec pas beaucoup de moyens, etc. L'endroit est le même pour vivre une expérience physique, émotionnelle, intellectuelle, tout à fait singulière. Et c'est d'autant plus vrai, je trouve, que pour les films, justement, qui sont pas au centre, qui sont souvent des films dont les mecs ou les nanas qui font les films le pensent pour la salle. Le pensent vraiment pour la salle. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas du tout la télé, c'est pas du tout YouTube, c'est la salle. Moi, je me rappelle d'une monteuse qui mettait un Playmobil systématiquement devant son écran de montage pour avoir une idée de la dimension que ça allait faire dans une salle de cinéma, pas à la télé, quoi. Parce que la télé, c'est très bien la télé, mais je veux dire, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même aventure, quoi. Et nous, par exemple, pour Cannes, là, cette année, j'ai vu 400 films. Les films, je les vois au départ. On les voit au départ. On a ce qu'on appelle une espèce de Sonderkommando du cinéma. On voit 400 films et on les voit sur nos ordinateurs, les télés, etc., etc. Mais une fois qu'on a fait cette petite présélection, d'autres cinéastes s'emparent des films, on fait une sélection et à la fin, il y a une sélection. On va dire les finalistes, c'est 60 films. Mais les 60 films, on les voit en salle. Parce que c'est là que le film prend toute sa dimension. Il y a des films dont on peut se dire c'est génial au montage, ça va vite, etc., etc. Mais en fait, en salle, aucun intérêt, quoi. C'est chiant, en fait. Ça n'a pas... Et d'autres films à côté desquels on passe, alors qu'en réalité, la beauté photographique, le montage, le rythme, l'atmosphère, le travail au son, tout méritait la salle. Et que donc, du coup, le film qu'on trouvait chiant sur son ordi, en fait, il est super en salle, quoi. Oui, on est 4 au départ, donc on se les partage. Ouais. Non, c'est horrible. Non, c'est horrible, mais après, c'est une présélection, hein, c'est pas la sélection. Hein, c'est par exemple d'écrémage. Après, je suis désolé, mais il y a des films, c'est particulièrement vrai de la fiction, quand ça joue mal pendant 15 minutes, il y a peu de chances que ça joue super bien une heure après. Quand c'est monté à n'importe comment, enfin voilà, quand le scénario est un peu débile, au bout d'un moment on sait quand même, tu vois. Ce qui est vrai, c'est que dans le documentaire c'est plus long, donc on les regarde quasiment jusqu'au bout. Mais dans la fiction quand même, ça crème, on en reçoit beaucoup, justement pour des autoprods ou des trucs un peu pourris, mais on en reçoit masse, quoi. Mais qui sont des ouais, c'est vrai que là je vais le redire, mais c'est vrai qu'on reçoit pas mal de trucs qui sont des espèces de YouTube game, quoi. C'est un peu de trucs un peu hybride. Mais c'est vrai que YouTube fait vachement de mal quand même sur le montage en réalité, sur la fiction. Parce que le principe de couper tout le temps H24 comme si c'était ultra clippé, ça n'a pas de sens, quoi. Les rapports d'échelle, de cadre, ça marche bien pour regarder Norman fait des vidéos, mais ça marche pas du tout pour faire un film, quoi. Ou alors il faut vraiment que ce soit une écriture totalement assumée, mais pour l'instant j'ai pas vu de film. J'ai pas vu de film qui jouait justement de cette écriture, qui s'en emparait pour en faire quelque chose. Alors, je dis ça, mais j'ai vu dans le court-métrage, il y a des trucs. J'ai vu des trucs au Festival de Brive. D'ailleurs, il y a 2 ans, le film qui avait reçu le Grand Prix du Festival de Brive, c'était juste un montage de plein... Bon, après, c'est un montage, mais c'était un montage de plein d'images sur YouTube, sur lesquelles il a rajouté une voix off, et il raconte une histoire, et on dirait un journal intime. Sauf qu'en fait, c'est pas lui qui a filmé, il a juste fait un montage de choses, quoi, qu'il a chopé, et c'est hyper fort, c'est hyper drôle, très émouvant, etc. Mais j'ai pas vu. Mais après, je pense que le cinéma, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que le cinéma, il lui faut du temps pour digérer des inventions technologiques, il lui faut du temps pour digérer une époque. Voilà, et puis le cinéma, tous les 15 ans, on dit qu'il est mort. Donc, donc là, c'est un peu ce qu'on dit en ce moment. Qu'il va mourir, qu'il est mort tout le temps. Mort, voilà. Par définition, le cinéma, il est né mort. Donc voilà, donc je pense que ça va continuer, quoi. Mais moi, je suis content. C'est le signe de sa longévité. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Tout à fait. Mais après, voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à préserver, dont entre autres la salle de cinéma. Moi, je pense que c'est primordial. Et du coup, c'est un peu dans le prolongement, mais justement sur cette question de la salle, mais aussi de tous les, peut-être parce que c'est lié à ça, à tous les circuits, que ce soit distribution, mais exploitation. Et puisqu'en ce moment, quoi, il y a cette idée terrible qu'il y aurait trop de films.
donc qui est un petit peu à la base justement de remettre en question le système de financement, comme quoi il y aurait trop de films. Est-ce qu'il y a trop de films ou est-ce que il y a trop d'écrans pour peu de films Non, moi, qui sont limités? oui. Quand on parle des Marvel, je veux dire, des fois il y a des Oui, Marvel qui sont dans 4 salles. Ah non, non, mais c'est une- pire que tu ça. vois, Non, non, c'est pire que ça. Parce qu'en plus, on est en plein dedans en ce moment. Donc, non, c'est pour ça. On va dire que quand vous regardez un box-office, les 10 premiers films qui font les plus grosses entrées occupent 90% des salles de cinéma en France. Donc, en gros, pour 90% de tout le reste de la production française, il reste des miettes, quoi. Donc, évidemment, on dit qu'il y a d'autres films, il y a trop de films qui marchent pas, mais c'est surtout qu'il y a trop de films qu'on ne voit pas, parce qu'on ne peut pas les voir. Donc, du coup, déjà, c'est un problème économique, un problème de diffusion et de distribution. Déjà, ça, c'est pas très rationnel. Il faut quand même savoir que, d'un point de vue purement légal, mais on est en train de s'organiser sur cette question-là, c'est même interdit par des directives européennes. C'est-à-dire que le taux de concentration et de domination du marché en France est illégal. Mais bon, il y a des avocats qui travaillent là-dessus en ce moment. Non, mais c'est illégal. C'est-à-dire que, par exemple, on a pris l'exemple de la sortie de Dumbo à Paris, par exemple. Dumbo, il occupait 60% des salles de cinéma et des écrans. C'est-à-dire que quand tu vas à l'UGC, il est en anglais, en français, en 3D, enfin voilà, voilà. Donc il occupe déjà 4 écrans dans une salle qu'en compte 10. Donc il occupe bien 40% des écrans. Et en réalité, c'est ça partout, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'en plus de ça, alors mettons de côté les films Disney, etc. Mais c'est déjà un gros problème. Mais pour un certain nombre de films français, on va dire, où il y a beaucoup d'argent qui ont été mis, qui sont censés être des films grand public, c'est des films qui pareil, font des grosses sorties nationales, qui écrasent un peu la concurrence aussi à leur manière. Mais c'est des films qui font peut-être 1 million d'entrées, mais il faudrait qu'ils en fassent 3 ou 4 pour que ça marche. Mais ça, on le dit pas. Ouais. C'est-à-dire, c'est des films qui sont des accidents industriels, qui sont des films qui sont pourtant très bien exposés, qui sont souvent, pour un certain nombre d'entre eux, quand même assez débiles. Quand c'est de la comédie un peu potage pourri, ça va, quoi. Et en réalité, c'est des films qui sont des crashs industriels. C'est-à-dire que c'est des films qui ne rentrent pas dans leurs frais, etc. Mais ça, on ne le dit pas. Et ce sont souvent cette part-là de l'industrie cinématographique française qui trouve qu'il y a trop de films. Parce qu'elle aimerait être occuper encore plus l'espace. Alors qu'en réalité, il y aurait... c'est comme dans tout secteur, quoi. Il faut réguler, quoi. Il faudrait qu'il n'y ait pas partout le même produit, quoi. C'est comme si tu allais au supermarché, il n'y avait que du Kellogg's, quoi. Et tu avais à la fin, tu vois, 3 petits bocaux. Voilà. En gros, c'est ça. Je sais pas, ça semble pas très logique, quoi. Et en gros, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe dans l'économie du cinéma. Donc, c'est problématique. Mais du coup, ça c'est lié pardon, je te donne la parole, mais du coup, ça c'est lié à l'exploitation. Enfin, à l'exploitation, c'est-à-dire c'est les exploitants aussi qui je sais pas, qui veulent pas, qui prennent pas de risques, qui. Non, après, alors, tu vois, je pense que c'est un tir croisé de plein de choses. Je pense qu'il y a des exploitants qui prennent pas de risques, qui font mal leur boulot. Malheureusement, c'est une réalité aussi. Je pense mais c'est pas la majorité, hein, mais ça existe. Je pense aussi qu'il y a un certain nombre d'exploitants qui sont sous pression par des distributeurs. Parce que les gros distributeurs, en fait, ils disent ce film-là, tu me le prends et tu vas me le garder pendant 3 ou 4 semaines, un mois. Et donc, tu vas pas libérer de la place pour un autre film. Parce que si tu ne gardes pas ce film-là, qui ne marche pas en plus, je vais pas te filer le gros film qui va marcher, dont tu sais avec lequel tu vas pouvoir faire des entrées. Et ça c'est une réalité. Voilà. Donc voilà, c'est le problème, il vient de là, et que normalement tout ça devrait être régulé. Il y a des accords de programmation, des accords de diffusion, mais il faut qu'il y ait un régulateur, déjà quelqu'un qui vérifie, et il faut sanctionner les salles, sanctionner les distributeurs qui font ça. Enfin voilà, je pense que c'est vital, parce que à force de en plus, à force de faire ça, je pense qu'on fait du mal à nos cerveaux, quoi. À force de bouffer visuellement et massivement tous la même chose, je pense qu'on se fait du mal. Je pense qu'on n'a pas tellement intérêt à ça en ce moment, dans une période politique qui est un peu tordue et tendue partout en Europe et en France comme partout dans le monde en réalité. Et je pense qu'on a besoin de diversité d'œuvres, de films à partir desquels on puisse discuter, être émerveillé, et que les films se ressemblent pas, et que ça permet de discuter, enfin voilà, de s'ouvrir l'esprit et d'avoir d'autres points de vue. Le cinéma sert à ça, quoi. Et je pense que c'est important donc d'avoir une exploitation, une distribution, une production qui fasse ça, et puis qu'on rappelle aussi qu'il y a aussi des économies d'échelle, pour revenir sur
la réussite économique et financière d'un film. Ouais. Par exemple, je me rappelle, il y a 4 ans, on avait sélectionné là encore à Cannes, un documentaire qui s'appelait Sans adieu. Le film était quasiment autoproduit. Le film fait 35 ou 40 000 entrées. Alors on se dit c'est pas grand chose. Sauf qu'en fait, en réalité, le film il a coûté 30 000 euros, quoi. Donc si on se dit que la recette c'est 6 euros par billet, donc 30 ça fait 180 000 euros pour un film qu'on a coûté 30. Ouais. C'est un carton en fait, interstellaire, quoi. Enfin voilà, au niveau financier c'est ça. Et par exemple le film français le plus rentable de l'année dernière, si on regarde bien, c'est le film avec Roman Boringer, je sais plus comment il s'appelle. Le film le plus rentable c'était celui-là. Donc un film qui a coûté, qui a une belle exposition médiatique, mais c'est un film qui a coûté 180 000 euros. Ouais. C'est le film le plus rentable, c'est pas Les Tuches ou je sais pas quoi. Donc voilà, mais tout ça on le dit pas, quoi. Donc en fait il faut raconter, il faut en fait, il faut de la place pour tout le monde. Disons que quoi. le nombre d'entrées, il faudrait toujours le relativiser Ouais. au coût en fait du film. De ce point de vue-là, les Américains sont plus forts. C'est-à-dire qu'ils- Production et com, parce Et qu'il y a com, aussi bien la sûr. communication, parce que la communication Tout sur à les fait. films prend énormément d'argent. Et ça, c'est tout le problème aussi. C'est-à-dire que aussi pour les petits distributeurs, pour exister, c'est plus compliqué, quoi, parce qu'il faut mettre de l'argent dans les colonnes Maurice, acheter de l'espace, etc., etc. Donc c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que souvent, les petits distributeurs, ils se battent pour que les films soient vus, mais ils n'ont pas forcément les moyens de communiquer. Et en plus de ça, les lieux d'exposition se réduisent comme une peau de chagrin, et c'est une baston permanente pour... pour pouvoir montrer les films, parce que les exploitants sont eux-mêmes contraints par des... Enfin voilà, il y a une explication. Mais après, je pense que tout est... la régulation, ça fait partie de la mission de l'État et du CNC, et que je pense qu'il y a des moyens de dire, bah non, là, c'est pas très logique qu'il y ait Dumbo dans 40% des salles de cinéma au moment de sa sortie. Vous vous débrouillez, vous faites tourner le film, et il faut qu'il y ait de la place pour les autres. Je pense que c'est... Et Dumbo, il fera autant d'entrées, hein, c'est pas le problème, mais je veux dire, c'est... Sauf qu'il n'occupera pas tous les plans. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le mot blockbuster, vous savez, j'imagine que vous savez d'où ça vient. En fait, c'est le nom d'une bombe. Il faut quand même le savoir, blockbuster, c'est le nom d'une bombe. Donc ça raconte bien ce que c'est qu'un blockbuster, quand même. C'est une bombe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais plus si c'est anglais ou américain. Et c'était une bombe construite pour détruire un bloc, donc un quartier, en fait. Donc tout est raconté quand même dans la manière dont Hollywood appréhende le cinéma et la manière de... Enfin, une partie, enfin, certains Hollywood appréhendent une manière de faire des films et de les sortir, surtout. Et donc, l'idée, c'est de napalmer, quoi. Pas de concurrence, on napalme, quoi, voilà. Mais c'est les méthodes de McDonald's, enfin, je veux dire, voilà, c'est... Quitte à ce que ça marche pas, quoi. Mais le but, c'est occuper tout l'espace, étouffer tout le monde, et puis les autres crèveront, donc de toute façon, on sera encore là, donc salut. Voilà, c'est des stratégies économiques, hein, mais voilà. Et donc l'État et son job, c'est ça, les exploitants, la mission des exploitants qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, des salles en plus qui sont cofinancées par les municipalités. Enfin voilà, il y a leur mission, et les salles le font très bien, leur mission justement c'est de résister à ça, de ne pas passer le blockbuster, etc. Même si de temps en temps ça fait plaisir d'en voir un, moi j'en vois un, il n'y a pas de problème. Hein, et je suis même assez fan d'un certain nombre de blockbusters, mais c'est voilà, il ne faut pas que ça, quoi. Est-ce que vous êtes sûr que le CNC n'est pas aussi dans cette logique-là, quelque part? Parce qu'à part cette taxe qui nous sauve, comme vous dites, sur le billet d'entrée. Ah non, mais la réalité, c'est que le CNC, on espère qu'il faut qu'il... Enfin, non, je pense que le Sans CNC... être aussi violent, mais quand même... Non, mais je pense que le CNC, à certains endroits, fait son travail de régulateur, et à d'autres endroits, ne le fait pas. C'est une certitude. La diffusion, de toute façon... Ah non, mais c'est sûr. D'ailleurs, on est en train de déguiser nos... Justement, là, on est en plein début de renégociation des aides, etc., de remise à plat des aides sélectives, donc ce qu'on appelle les aides sélectives. Il y a environ 150 aides à peu près sélectives. Donc, c'est les aides à l'écriture, les aides à la réécriture, les aides au développement, les aides à l'avance sur recette, qui est l'aide phare, celle qui permet de faire les films. Enfin, toutes les poches d'aide qui permettent à la production, l'exploitation, les cinéastes, les scénaristes, etc. Toutes ces aides fléchées qui permettent au cinéma français d'exister et d'être créatif, justement, inventif, etc. Et ça va être mis à place sous prétexte qu'il faudrait moderniser. Mais le problème, c'est que souvent, quand on entend moderniser, c'est souvent déréguler, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc on va se battre pour que ça ne soit pas fait, évidemment. Et résister et montrer un peu nos muscles, quoi. Parce que moi, je pense qu'il en va, c'est un modèle de société, quoi.
C'est un modèle de société qu'il faut défendre. Et justement, faire en sorte que l'argent du CNC, qui est capté sur la billetterie, soit pas reversé aux gros qui ont déjà beaucoup, quoi. En gros, c'est ça. Après, c'est peut-être lié beaucoup aussi à la demande de films, disons, qui soient pas des blockbusters ou finalement qui est peut-être pas si grande, enfin, je sais pas comment dire. Mais par exemple, j'étais allé voir Sophie Antipolis, il y a personne dans la salle presque, de Virgile Vernier. Et peut-être que personne finalement, enfin pas grand monde est intéressé pour voir un film comme ça. Donc, Non, enfin, je veux dire, je sais pas, par exemple, là, à la CID, on a un truc qui s'appelle les jeunes ambassadeurs. Parce qu'après, moi, à la limite, de prime abord, je pourrais me dire comme ça, parce que me dire c'est des films pointus d'auteur. Voilà, mais déjà, c'est des films pointus d'auteur dont les gens ont un peu du mal à entendre parler, puisqu'il n'y a pas. Il y a justement pas de colonne Maurice. La presse, c'est des presses plutôt, c'est des presses de critique assez ciblées, voilà, donc il faut être déjà inscrit dans une certaine cinéphilie. Mais voilà, un exemple concret, on a un truc qui s'appelle donc les jeunes ambassadeurs, c'est des réseaux qu'on a en région PACA, et je sais qu'on en a un peu partout en France, mais en région PACA et en Île-de-France. Et donc ils viennent tous de milieux très différents, ils sont tous à des âges très différents, déjà un petit peu inscrits dans une activité professionnelle ou alors encore étudiants, et vraiment ils viennent de partout, quoi, de tout horizon, quoi. On leur montre les films à Cannes et ils sont censés choisir des films à Cannes et organiser des projections. Et ben là, la dernière fois à Cannes, ça fait 3 fois qu'ils organisent des projections. D'abord, ils vont pas vers les films les plus simples, ils vont vers les films plutôt type Sophie Antipolis. Ils organisent des projections, ils remplissent la salle et il y a des débats et en fait tout le monde revient. Donc voilà, alors, des fois il y a évidemment les films ne sont pas adorés de tous, c'est pas l'idée, mais ils remplissent quand même des salles sur des films assez durs, ou en tout cas assez exigeants, des salles de 200 ou 250 spectateurs. Ils remplissent, ils ont même refusé du monde la dernière fois que j'y étais, et c'est d'un public qui est très jeune, etc. Mais il faut réfléchir aux manières aux manières et aux techniques pour faire rentrer ce public, pour faire revenir ce public-là en salle en tout cas. Ou alors on a un autre truc qui s'appelle l'Acid Pop par exemple, qui est donc l'université d'été de l'Acid. Je parle vraiment de nos expériences, mais de ce qu'on essaye d'inventer justement pour renouveler un peu le public. Donc voilà, en plus c'est des séances assez longues, quoi. C'est comme là un débat avant le film, puis un débat derrière, etc. Donc c'est assez dense et on essaye de fidéliser sur des questions de cinéma assez précises, etc. Et on fait venir des gens de partout, souvent des gens beaucoup plus jeunes que d'habitude. Mais voilà, je pense que ce qui marche plus, c'est juste se contenter de mettre une affiche et de se dire voilà, basta, j'ai mis une affiche et les mecs vont venir, quoi. Enfin, les gens vont venir. C'est plus complètement vrai. Donc il faut être actif. Ça demande être exploitant, c'est plus dur qu'avant, quoi. Mais ça c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a aussi une manière de réguler comme un peu le marché pour que les films soient. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai commencé le cinéma. Enfin, ça fait vraiment très vieux, mais je me rappelle quand même d'une époque où les films étaient en salle, je passais devant la salle, j'allais pas le voir la première semaine, je revenais la semaine d'après, il était encore là, quoi. Et puis en fait j'allais le voir la 3e semaine, quoi. Et le film, c'est des films qui sont pour certains d'entre eux, qui sont des films voilà, hyper connus, quoi, hyper célèbres. Et j'avais quand même le temps d'aller les voir, quoi. Et puis moi mon dernier argument aussi par rapport à il y a trop de films, j'ai envie de dire, mais dans ces cas, il y a trop de séries, quoi. Non, mais je veux dire, ça marche pas comme argument. On dit pas, il y a trop de séries sur Netflix. Il y a. Et je pense que ce qui fait Netflix, enfin, ce qui fait entre guillemets la force de Netflix, c'est de dire, regardez, on a plein de séries, quoi. Et nous, on devrait dire la même chose. Regardez, on a plein de films, quoi. Voilà, c'est tout. Il faut être fier. Faut pas être timide, quoi. On a plein de films, ouais. Alors, tout va pas vous plaire. Comme quand on va sur Netflix, tout ne plaît pas, c'est loin d'être le cas. Mais au moins il y a le choix, il y a pléthore. Donc je vois pas pourquoi cet argument-là marcherait sur les plateformes et marcherait pas en salle. Ouais, sous de faux arguments plus économiques, quand on sait que les films qui affirment ça, les producteurs qui affirment ça, font souvent des foins en salle sur des films qui ont coûté trop cher avec des scénarios pourris. Enfin, voilà, je suis désolé, mais il y a quand même des films qui font mal aux yeux. Est-ce qu'il y a d'autres... parce qu'en fait, il est déjà 20. Donc, je sais pas si on fait une pause avant le Très bavard. film. Non, c'est très bien. Non, tu veux dire quelque chose, Jean-Marc ? Enfin bon, l'ennemi, en fait, ce que vous dites, c'est l'occupation des salles et l'occupation de l'espace publicitaire. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, à la base, c'est la concentration. C'est vraiment le problème. La concentration, c'est-à-dire le fait qu'un minimum de films occupe un maximum d'écran.
C'est ça le début du problème. S'il y a vraiment un truc, en tout cas l'acide, pour nous, c'est quand même le début du problème. Parce que parce qu'après on peut pas dire qu'il y a trop de films quand on sait que le public n'arrive pas à les voir, parce que c'est ça aussi la vérité. Genre, si on disait il y a trop de films partout, genre wow, quelle diversité de films, il y en a trop. Bah non, mais en plus c'est même pas vrai. C'est même pas vrai, c'est que ces films galèrent pour pouvoir entrer en salle. Les gens ne les voient pas, ils les connaissent pas. Et tout ça parce que des gros blocs, des gros films, des gros Marvel, des gros Tuche, des gros tout ce qu'on veut, occupent à un moment donné, au moment de leur sortie, l'essentiel des écrans. Et donc voilà, moi je dis, c'est juste un truc, c'est un écosystème quoi. Je veux dire, il faut laisser de la place aux petits êtres vivants. Enfin, de toute façon, le petit film entre guillemets, il a pas vocation à sortir à 2000 copies, c'est même pas son idée. Mais il sort à 10, 20, 30 copies, 40, 50, allez, vas-y, 100, on va dire, pour si on soyons ambitieux pour certains. Mais ça lui suffit. Ces films-là, ce qu'ils veulent juste, c'est pouvoir être montrés dans les salles, dans les grandes villes, les moyennes, les petites villes, et voilà, basta. En gros, c'est juste ça, quoi. Et avoir des sorties correctes, c'est-à-dire pas des sorties. Genre le film qui passe. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent ouais, mais attends, mais si le film il sort, bah oui, il sort à 9h du matin, le mercredi, quoi. Super. Ouais, super, ouais. Super. Et le reste de la journée, c'est Disney, Marvel et tout ce qu'on veut, mais le film il passe à 9h. Donc, Est-ce que à la CID tous les ans. Je pense tous les 3 mois, il y a toujours un cinéaste qui dit mais si on montait des salles. Mais je pense que oui, si. Ça se réfléchit, mais c'est une job, question. Ouais. Non, après, c'est un job, mais ouais. c'est. Après, nous, on est une asso, hein, donc on ne peut pas avoir de commerciaux. L'État russe, pour phagocyter les entreprises qui marchent, il fait comme ça, il crée des doubles et puis après, il suce et il met. Je vois très bien. Ouais, je vois très bien. Mais oui, mais après, après, nous, on est une asso de cinéastes, donc du coup, ça change de job, quoi. Soit je fais des films, soit je les montre. Non, mais après, c'est compliqué, hein, je comprends. Bah, déjà de médiatiser le problème, là c'est ce qu'on est en train de faire parce que les gens ne sont pas au courant, donc on est en train d'organiser, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est une espèce d'état généraux du cinéma indépendant, ça aura lieu, enfin en tout cas oui, ça aura lieu au mois de mars, mi-mars. Et c'est un peu, on a réussi un peu à réunir toute la profession quand même autour de ces questions-là. Sauf évidemment les gros, genre Gaumont, etc., qui s'en foutent royalement, mais ils font pas de l'indépendance, donc... ce qu'on appelle le cinéma indépendant, c'est des structures autonomes financièrement, etc. Et pas des gros réseaux type Gaumont, Pathé, voilà, qui sont de taille bien supérieure. Et donc on est en train de réunir tous ces gens-là autour de la préservation d'un bien commun qu'est le cinéma. Et l'indépendance, c'est ça. Et donc du coup, c'est médiatiser ça. Et inviter le CNC, le ministre de la Culture, Aurore Berger, la responsable sur la nouvelle loi audiovisuelle, les inviter à nous écouter pendant toute une journée. Et l'idée, c'est de... parce qu'ils sont pas plus cons que les autres, ces gens-là, si tu veux. Mais soit c'est des brutes ultra-libérales, alors ça va être compliqué de les faire changer d'avis, soit circulent des fausses idées, des fake news, quoi, un peu sur le cinéma. Typique, il y a trop de films. En fait, il faut leur dire non, il n'y a pas trop de films, il y a juste un problème de visibilité de ces films-là. C'est des films qui marchent pas. Ben non, en fait, les films que vous prétendez défendre, ce sont ces films-là qui marchent pas. Les nôtres, entre guillemets, les petits films, en fait, ils marchent. Ils marchent plus vite et voilà, c'est tout. C'est juste une autre économie. Donc c'est juste leur faire la démonstration qu'il y a plein d'idées reçues. Ou par exemple de dire, par exemple que il faudrait casser la chronologie des médias. Donc en fait, cette fenêtre de préservation de la salle de la sortie des films en salle avant qu'ils arrivent sur les plateformes. Et nous, on veut leur dire non, c'est complètement idiot en fait votre raisonnement, puisque même Netflix pense autrement maintenant. Ils pensent que c'est une bonne idée la chronologie des médias. Il y a toujours ce truc d'être plus royaliste que le roi, ou voilà. Et après, je pense qu'il y a des fausses idées qui circulent, qui sont instillées par des lobbies. Ça fait partie de la guerre qu'il faut mener, quoi. Une guerre médiatique. Non, mais c'est vrai qu'il y a les lobbies savent faire ça, hein. Enfin, je veux dire, ils savent s'acoquiner avec tel ou tel journaliste dans tel ou tel secteur d'activité qui va commencer à distiller une idée, puis c'est répété à l'infini. Et au bout d'un moment, enfin voilà, c'est le gros truc de Goebbels, quoi. On enfonce un mensonge dans le crâne, et à la fin, ça devient une vérité, quoi. Donc,
Mais en gros, oui, c'est oui. Non, justement, l'idée, on pense à tout ça. Non, l'idée, c'est de mettre le public au cœur, en fait, de tout ça. Non, non, ça va être au Forum des images. Franchement, là, ça va pas passer tout de suite le truc, hein, j'espère. Faut pas que ça passe avant mars, c'est ça? Pas avant. Non, pas avant qu'on ait sorti le texte qui va apparaître dans la presse. Donc, Et quand? Mais il doit sortir quand? c'est pas courant février, quoi. Ah bah c'est bon, bon. Non, mais sinon, voilà. Parce que c'est le 17 mars. En fait, c'est pendant le forum pendant le cinéma du réel, en fait. Bah 17 mars, c'est bon, on le gardera au chaud et puis on le diffuse le 18. Non, mais vous pouvez le passer. Mais... Non, mais voilà, en gros, c'est le 17 mars. Et en gros, ça, c'est réunir toute la profession et donc faire venir notre nouveau, le nouveau président du CNC, Monsieur Boutonnat, faire venir les élus qui s'occupent de ces questions-là et les obliger à venir nous écouter. En fait, on veut même pas qu'ils viennent discourir avec nous. Alors, ils pourront prendre la parole dans le public, parmi le public, mais voilà. Et l'idée, c'est quand même de faire la démonstration que le public, on en a tous conscience, quoi. En fait, il faut arrêter de croire que quand je fais un film, quand on fait des films, le public, il est toujours quelque part présent, on l'anticipe, quoi. C'est pas vrai qu'on fait des films en se disant je m'en fous, l'espèce d'artiste maudit, c'est complètement faux, quoi. Enfin, le truc, c'est quand on commence à écrire un scénario, on s'adresse bien à quelqu'un quand même en réalité. On écrit une histoire, tout ce qu'on veut, donc on fantasme un public, mais on fantasme quand même un peu. Enfin, là, il est abstrait ce public, mais il est là, quoi. Et il est là du début à la fin en réalité. Enfin, je veux dire. Donc, et le but, c'est évidemment que ce film soit. Alors pour certains, c'est que le film soit vu par le plus grand nombre avec un succès commercial de dingue. Et pourquoi pas, c'est tout à fait respectable. Mais pour d'autres, c'est le plus important, ça peut être juste alors peut-être il y aura peut-être pas beaucoup de monde qui auront vu le film, mais l'empreinte qu'il va laisser à l'intérieur du spectateur sera suffisamment profonde pour qu'il soit passé quelque chose de décisif pour les gens qui aient vu ce film-là. Et c'est tout aussi important. La réussite d'un film, elle se juge pas que à l'aune justement de son public, enfin du nombre de spectateurs, mais aussi de la marque indélébile qu'elle va laisser en soi. On prend toujours l'exemple de La Règle du jeu qui avait fait un foin à sa sortie, mais bon, les gens qui l'ont vu, ils l'ont pas oublié le film. Et il y a multitudes de films comme ça qui sont des films qui n'ont pas marché, enfin qui n'ont pas marché, on va dire. Un public de folie, quoi, mais qui en réalité sont. Oui, ce sont devenus cultes C'est après, voilà, exactement, qui sont restés dans l'histoire, Voilà, c'est ça. qui sont restés dans l'histoire, effectivement. Ouais. Ça, c'est super important. Bah, je pense, ouais. C'est pour ça que, voilà, à la CID, tous les petits films, d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, des films excentrés, des films à la marge, enfin, appelons-les comme on veut, quoi. Ils ont souvent cette prétention-là qui nous plaît, qui nous touche beaucoup, c'est justement de laisser cette marque-là, en fait, Ouais. profonde. Et c'est pour ça qu'on les choisit, les films. C'est un truc où tu te dis, voilà, ils te sortent de ta zone de confort, quoi. Ouais. Et voilà, et l'art, ça sert à ça, je pense aussi. Enfin, c'est décisif de ce point de vue-là. Et c'est nécessaire à la bonne santé mentale personnelle et à la bonne santé mentale collective, je pense. Ouais. Et je crois que c'est très bien pour conclure. Merci. Merci, Edir. D'accord.